France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 29 décembre. J'espère que vous allez bien sous la pluie. Le parapluie est aujourd'hui un objet nécessaire, évidemment, pour cette dernière de l'année 2017. Oui, c'est la DR du LGF sur France Maghreb 2. Avec notre belle Hanan Zawani qui est avec nous. Salut Hanan. Salut Christophe, bonjour chers auditeurs, salam alaikum. Comment ça va Hanan? Bah écoute, ça va très bien, donc effectivement temps très pluvieux, mais plus que la pluie, c'est les mains qui prennent très cher, je dirais. Oui, c'est très froid. C'est clair, il fait froid, il pleut, vive la France. Bonnes vacances en tout cas à tous ceux qui sont en vacances pour cette dernière évidemment, avec Tarek Mami qui sera de la partie aussi dans quelques minutes pour cette rétrospective. On le fait d'ailleurs de manière systématique maintenant pour les dernières émissions du LGF de l'année et on le fera donc. Il s'en est passé quand même pas mal de choses au cours de cette année 2017. Très dense Effectivement, et ça a commencé sur les chapeaux de roue avec le 20 janvier 2017 Donald Trump qui a pris officiellement position, enfin en tant que président des États-Unis, et il nous a pas laissé le temps de nous ennuyer, Donald Trump. Psychologique auquel on s'est habitué en réalité très rapidement. Hein. Oui. Moi, je me souviens de l'onde de choc, c'était fin novembre, début décembre. Bon, après il y a eu sa nomination, son entrée à la Maison Blanche, et puis finalement je trouve que le choc psychologique est plutôt bien passé. Oui, écoute, on verra cela tout à l'heure avec aussi pas mal de disparitions de Jean Rochefort, à Jean Edernalier, à Johnny Hallyday, Mireille Darc, Jeanne Moreau et plein d'autres évidemment qui nous ont quittés cette année. On va retracer ça tout au long de cette émission avec un avis tranché sur Charlie Hebdo. Bah exactement, parlons de rétrospective. Donc Charlie Hebdo et la chocolaterie, retour sur ces friandises que Charlie nous a laissées en 2017. Eh bien, on en parlera tout à l'heure. Et le coup de cœur? Alors, coup de cœur sur le tweet de l'année, donc je vous laisse la surprise pour la fin de l'émission. Très bien, le tweet de l'année, on le découvrira donc tout à l'heure sur France Maghreb 2. En tout cas, celui que j'ai élu. Oui, bien sûr, que tu as élu. Tweet de l'année, donc on le verra tout à l'heure sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus, c'est parti pour votre LGF, la dernière de cette année 2017 sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce dernier Grand Forum de l'année 2017, rétrospective et retour sur les principaux événements de l'actualité qui ont marqué cette année 2017, sans oublier les avis tranchés de Hanan Zawani et de Tarek Mami. La question LGF aujourd'hui, est-ce que pour vous, cette année 2017 aura été une bonne année? Vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Et pour finir tout à l'heure, un grand Libertad pour pouvoir vous exprimer, comme ce fut le cas tout au long de cette année, les années inférieures et les années à venir. LGF, le grand forum pour cette dernière de 2017 avec Hanan Zawani et monsieur Tarek Mami. Comment ça va monsieur Mami? Ah, ça y est, le téléphone il sonne. On va l'envoyer au cas absent. Bonjour voilà. Christophe, parce que le téléphone n'arrête pas de sonner, vous le savez. Oui. Et pourtant je réponds pas souvent au téléphone. C'est vrai. J'ai plutôt SMS et mail. Ouais. Mais bon, comme ça les auditeurs le savent aussi. Bonjour cher Christophe, bonjour cher Hanan, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et il ne faut jamais souhaiter la bonne année avant le 31-12 à minuit. Mais comme le 31-12 à minuit, vous aurez probablement plutôt des vœux enregistrés. Je vous souhaite tout ce que vous souhaitez pour très vite. Exactement. Une bonne année, évidemment, par avance, mais on aura l'occasion de le faire, en tout cas, dès la semaine prochaine. Alors, Tarek, qui nous a préparé un avis tranché. Assez long. Mais explicatif, parce que j'ai autour de moi beaucoup de membres de ce qu'on appelle, je n'aime pas l'expression, mais c'est comme ça, la communauté musulmane de France. Moi, je l'appelle plutôt les Français de confession et de culture musulmane, mais on n'est pas toujours d'accord, qui sont en train de rentrer dans une panique bleue de désespoir. Et en face à ce désespoir, au lieu de passer aux actes, de réfléchir et de faire, ils s'enfoncent dans ce qu'on peut appeler la religion dans son côté le plus fataliste. Et on a beaucoup qui arrivent à dire c'est Dieu qui a décidé, machin, un truc, on doit subir et machin. Et j'ai retrouvé, moi qui suis un fervent d'un grand homme, d'un grand intellectuel arabe qui s'appelle Ibn Khaldoun, de quoi peut-être leur donner l'espoir, puisqu'il explique lui comment l'histoire des empires, des États passe. Et je donnerai comme titre, cher Christophe, cher Hanan, tout à l'heure à mon avis tranché, Ibn Khaldoun, l'éternel, qui trace la durée des empires
triomphant et celle de la souffrance des peuples opprimés. Oh, c'est un titre... Ça pourrait être un sujet du bac, ça. En tout cas, si effectivement ça peut nous redonner espoir, parce qu'il se trouve que on n'est pas de la même génération, on n'a pas la même culture religieuse ou islamique, littéraire en tout cas, et que nous, enfants de France, de confession ou de culture musulmane, on a été aussi beaucoup baignés par des hadiths qui pullulent sur Twitter, sur YouTube notamment, par des livres. Ce que nous avons eu la chance, et je dis la chance, nous, d'avoir dans notre jeunesse. Vous avez eu... Non, on a été épargnés de ce phénomène. Alors que nous, on est en plein dedans et depuis une quinzaine d'années, de plus en plus aujourd'hui. Ce qui fait que, effectivement, je rejoins tout à fait Monsieur Mami dans le sens où, sur des combats qu'on a à mener, donc on peut parler de la Palestine, on peut parler des combats déjà individuels propres, on a ce côté fataliste. Voilà. Donc l'acte qu'on fait aujourd'hui en tant que musulman, c'est plus un acte de combat, c'est agir au niveau humanitaire. Voilà, c'est le minimum. Alors, l'acte que nous commettons en tant que citoyens. Exactement. C'est ça la grande différence entre hier et aujourd'hui, de confession ou de culture musulmane. Oui. Avant notre rétro tout à l'heure, parce qu'il s'en est pas quand même passé des choses dans cette année 2017. Si d'ailleurs j'ai oublié quelques trucs, vous serez là aussi pour me les rappeler. Tellement de positifs. Quelques-uns, de négatifs, beaucoup. Beaucoup, pas mal, effectivement. Alors, et puis, avant notre rétro, on va quand même dresser un peu vite fait l'actualité de ce vendredi, en commençant par cette ancienne star du football, devenu sénateur, qui prend les rênes du Libéria. George Weah a été élu président avec 61,5% des suffrages. Il a battu le vice-président Joseph Boakai, qui n'a recueilli que 38,5% des voix. George Weah, qui est âgé de 51 ans, succédera donc le mois prochain à celle qui fut la seule femme à diriger un pays africain, Ellen Johnson Sirleaf. Voilà pour la petite info. 3 infos. Ouais. La première, c'est que George Weah était déjà sénateur depuis 2014. Oui. Donc il avait déjà un pied dans la politique de son pays d'origine. Un grand joueur du PSG. Il a été de la grande star de PSG, qui a fait les merveilles de PSG pauvre à l'époque, qui était pêché au Qatar. Et surtout 2 informations intéressantes. Il est jeune, il a un projet, il est en face au vice-président qui lui a 72 ou 75 ans, et nous sommes dans cette phase, cher Christophe, de renouvellement des classes politiques, où les jeunes qui sont majoritaires dans tous ces pays et qui ont moins de 30 ans ne veulent plus de ces gens de 72 ans. Donc il avait plusieurs facteurs positifs pour lui, et tant mieux pour lui. J'espère juste qu'il sera un grand président, comme il a été un très très grand joueur. On a une autre star aussi, ça me vient à l'esprit, qui est Youssou N'Dour, donc peut-être que les ministre Africains, de la culture, mais pas président. Oui, mais peut-être que les Africains recherchent aussi des figures un peu icônes en fait pour leur représenter. C'est assez étrange, moi je trouve, cette passation entre le monde du sport ou de l'artistique au monde de la politique. Mais vous avez vu qui est candidat à l'élection présidentielle au Cameroun ? Non. Dieudonné. Mais non. Si. Et il est soutenu d'ailleurs par la Libye. Il est boycotté ici autant qu'il aille là-bas. Donc voilà, pourquoi pas président. Non, mais attends, je vais faire une Mais c'est une blague quand même. Non, c'est pas une blague. Pour de vrai. Non, mais je vais faire une mauvaise blague, moi. Oui. Aujourd'hui, les Franco quelque chose, quand ils n'ont pas de réussite étincelante ici en France, ils vont la chercher ailleurs. Vous avez l'avocat algérien Achoui, qui a eu beaucoup de dégâts ici, qui tout d'un coup se rappelle qu'il est algérien. Et qu'il est musulman, et qui défend la cause des musulmans. Il y a un autre que je citerai même pas, qui n'a jamais parlé de sa vie de l'Algérie, ni des Arabes, ni des Kabyles, et qui tout d'un coup, quand il a été jeté par toute la France, il se retrouvait algérien. Vous avez aujourd'hui des données, et vous avez les hommes d'affaires de confession juive qui font dans la corruption, qui font dans la magouille, et quand la machine de guerre judiciaire française se met en route, tout d'un coup ils se rappellent qu'ils sont aussi juifs et israéliens, et ils se cassent. Et donc cette question de binationalité devrait un jour poser question, en tout cas réflexion. Oula, ça c'est un gros sujet auquel peut-être
Oui. Sinon, dans l'actualité, là, de manière beaucoup plus tragique, une nouvelle église au sud du Caire a été attaquée ce matin par un homme armé. L'individu a tué 5 personnes avant d'être abattu par la police. Et puis dans le Sinaï, 6 militaires qui participaient à une opération contre des groupes extrémistes ont été tués dans l'explosion de leur véhicule dans une autre opération militaire. Cette fois, ce sont 3 activistes qui transportaient des armes qui ont été abattus depuis la destitution, donc en 2013, de Mohamed Morsi. Les forces du régime de sécurité égyptienne affrontent des groupes comme Daesh, des attaques qui ont fait des centaines de morts dans les rangs des militaires et de la police égyptienne. Ils ont payé un lourd tribut cette année, entre guillemets d'ailleurs. Et là, j'ai une question. Que tous les pro-salafistes, intellectuels, membres, tout ce que vous voulez, ou ceux qui les défendent d'une manière ou d'une autre, à tous les titres, aillent chercher dans l'histoire, cette fois je dirais musulmane, pour nous sortir des exemples d'églises ou de temples brûlés tout au long de l'histoire islamique, d'abord jusqu'aux indépendances et ensuite en dehors de toutes les guerres que des musulmans ont eu à faire avec des chrétiens et autres. Qu'ils nous sortent un seul exemple. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui n'a jamais fait partie de l'histoire musulmane, quel que soit ce qu'on peut reprocher à cette histoire, et que le vivre ensemble et la tolérance, on en parlera ici aussi chez Ibn Khaldoun, a toujours été une des règles de l'islam, quand les gens comprenaient l'islam de toute bonne foi et pas par manipulation. Et puis dans l'actualité, on apprend aussi, c'est une information révélée par le Figaro ce matin, un homme de 21 ans et une femme âgée de 19 ans qui projetaient de commettre un attentat en France ont été arrêtés et placés en détention provisoire la semaine dernière. Le premier envisageait de s'en prendre à des militaires, la seconde comptait passer à l'acte en province. Toujours selon le quotidien, les 2 individus étaient en contact avec des membres du groupe Daesh via les réseaux sociaux. Pour le coup, il y a eu beaucoup d'attentats visiblement qui ont été empêchés cette année. Apparemment, plus d'une dizaine de projets d'attentats déjoués. D'abord, ça serait une bonne chose. Et on peut toujours rêver la veille d'une nouvelle année. Si à partir du 2 janvier, on traitait toutes ces personnes soupçonnées jusqu'à ce qu'elles soient donc inculpées puis condamnées par la justice comme des simples terroristes et non pas des terroristes islamiques ou musulmans ou tout ce que vous voulez, vous verrez que tout à la fois dans la tête des citoyens français normaux et dans la tête de ceux qui se revendiquent, ils vont se retrouver sur le bord de la route parce que c'est le fait de leur coller cette étiquette musulmane islamique qu'ils revendiquent eux-mêmes qu'on renforce cette tendance chez eux et chez quelques autres. Oui, alors aujourd'hui il y a tout un pan de la population en fait. Je comprends ce que vous dites, Monsieur Mamie, parce que nous on le dénonce à travers les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de militants sur Twitter qui font un peu la guerre à la fachosphère, etc. Enfin, en tout cas, qui vont leur donner qui leur donne une réponse et puis des arguments. Et leur argument à eux, que ce soit la fachosphère ou les islamophobes, la phobie de l'islam, on peut l'avoir et elle peut être compréhensible tant que c'est pas un acharnement sur une population, qui est de dire mais ces actes-là, ils viennent du fait qu'ils soient musulmans, donc on peut pas nier le mot islamiste. Donc si la presse ne redonnait pas, moi j'ai assisté à des réunions de grandes structures internationales dans lesquelles les organisateurs des médias style CSA en France donnent l'ordre dans leur pays que ni le nom, ni le prénom, ni l'appartenance pseudo-religieuse d'une personne soupçonnée ne soit donnée à l'antenne tant que le procureur de la République ne les a pas énoncés, combien même on le saurait. Donc ça c'est en cours dans certains pays. Dans certains pays. Donc il n'y a qu'à l'appliquer ici en réalité. Voilà. Il suffit de saisir la justice. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est encore c'est une information que je connaissais pas du tout. Non, c'est une décision d'un CSA, de 2 CSA européens, l'espagnol pour faire simple, et quelques autres, qui ont eu affaire, eux, au terrorisme local, et qui, pour ne pas faire grandir cette mouvance, avaient pris cette décision. Et aujourd'hui, on dit, des terroristes ont été interpellés par la police, nous attendons le procureur. Très bien, et au bout de 3-4 jours, même si le nom vient, c'est trop tard parce que les gens ont imprimé un terroriste a été arrêté par la police. Mais du coup, est-ce qu'on peut justement porter plainte contre tous ces... L'idée, c'est de trouver une solution. Il faudrait presque, moi, pragmatique, de porter une plainte. Non, mais je l'ai dit au CSA en rigolant. Il faudrait presque qu'on porte plainte contre les CSA parce qu'ils n'obligent pas à faire ça. Mais les CSA n'ont pas les moyens d'obliger parce que c'est des consensus démocratiques aussi. Mais faut le savoir.
Ouais. Bah, c'est possible dans la ailleurs, presse, ça peut être possible c'est possible. Et par exemple, dans la presse arabe du Moyen-Orient, puisque quelqu'un hier m'a posé la question comment vous faites, monsieur Mami, pour suivre tout ça, Oui. Ils disent, par exemple, les djihadistes takfiristes. Oui. Ouais, Et donc- C'est pas mal ça. Hein? C'est pas mal ça. Bah oui, parce qu'en disant djihadistes takfiristes, d'abord, c'est On comme vise s'il y la avait secte, en fait. Non, mais Enfin. c'est comme s'il y avait plusieurs catégories de djihadistes. Oui. Donc il y a les bons, il y a les mauvais. Et donc être Exactement. djihadiste dans le djihad du neuf, c'est très bien. Et on lui rajoute le takfiriste, parce que le takfiriste, et il va encore plus loin, le takfiriste en fait, il renie non seulement les siens mais les autres, et donc il dénie à d'autres d'avoir d'autres croyances que lui. Et peut-être qu'on utilisera le mot djihadiste takfiriste sur France Maghreb 2 à partir de la rentrée. Ouais, bah voilà, forçons-nous à faire ça. Ouais. En tout cas, Autre- c'est une super info. On pour dit le foulard, CSA, hein. on dit pas voile à France Voile, Maghreb, donc demain on dira Mais peut-être. bon, on a une de nos chroniqueuses, Maïssa Leroy, qu'on salue au passage. On en avait parlé quand elle était là avec Christophe, qui pour elle, le mot voile est beaucoup plus joli que le mot foulard. Donc après, c'est aussi personnel. On Non, avait moi un je petit parle débat pas- là-dessus. je ne parle jamais ni beauté ni joliesse. Oui, oui. Je parle mais efficacité, efficacité, puis surtout ce que épistémologique. ça sous-entend. Dans l'actualité aussi, le processus d'évacuation des malades syriens a repris dans la Côte d'Or orientale près de Damas. Sachez que parallèlement des combats ont fait 66 victimes ces dernières 24 heures dans une autre province rebelle, c'est d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. Les bombardements, a priori attribués au régime de Bachar el-Assad, de son allié russe, ont notamment fait des victimes civiles. La province d'Idleb est aujourd'hui dominée par un mouvement rebelle anciennement lié à Al-Qaïda. Donc voilà pour ce qui est des informations hier qui a fait réagir d'ailleurs le docteur pour le coup. Justement, je vais vous prendre une minute sur le docteur Christophe. En réalité, il y a plein de gens qui se battaient contre Bachar avant le début de la guerre civile. Ouais. Et ils se battaient sur des principes démocratiques. Et plus ils parlaient, moins leur voix portait. Et tout d'un coup est venue cette guerre civile et on a fait de Bachar, j'allais dire, l'eunuque sauvage de ce pays, alors qu'à la limite, Bachar, à partir du moment où la guerre civile a commencé et à partir du moment où plus de 200 000 personnes sont venues de l'extérieur, n'a fait qu'allait dire que réagir et défendre son pays. Et donc, ces gens-là, les démocrates de Syrie, aujourd'hui, ils ont l'impression de perdre leur combat démocratique entamé contre Bachar bien avant la guerre civile et voudraient à la limite rappeler à chaque fois que si Bachar, comme nous à France Maghreb 2, est un dictateur, est un homme autoritaire, en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont passées du fait des interventions extérieures et au minimum mettre l'intervenant extérieur et ce que fait le régime sur le même pied et pas oublier tout ce qui fait l'extérieur et mettre tout sur le dos du régime. Et j'ai aimé ce débat hier, même si j'ai pas voulu participer à la première partie d'échange entre le docteur et l'intervenant sur France Maghreb 2, mais j'amène cette lumière explicative qui fait que quand à la fois vous êtes méchant et vous avez 100 méchants qui viennent avec vous, et que vous mettez ce que font les 100 méchants sur votre dos, il y en a un peu trop. Oui, faut rééquilibrer la balance, quoi. Voilà. Sinon, une bonne nouvelle pour le gouvernement français pour cette fin d'année. La baisse du chômage. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là que je voulais vous parler. Le Conseil constitutionnel donne son feu vert à l'essentiel du budget pour 2018. Il valide quasiment tout de Macron. Alors, le plus beau, entre guillemets cette fois beau, c'est qu'il y a des choses qui sont validées aujourd'hui qui ont été plus ou moins retoquées hier. Ouais. Qu'est-ce à dire? Que monsieur Valls est toujours député de la République par le même Conseil constitutionnel. C'est ça. Voilà. Les sages, en tout cas, de cette institution, chargés de vérifier la conformité des textes, valident donc la réforme des APL, les mais aides surtout les au 30%. logement. Ouais. Les 30% qui ont été retoqués au gouvernement, je crois que c'était 25% au gouvernement de M. Hollande l'année dernière, pour les plus grosses entreprises, pour renflouer la caisse, pour descendre à moins de 3% de déficit de PIB. Cette année, les 30% sont passés. Réforme de l'ISF, Oui. ça passe. Oui. L'impôt de solidarité sur la fortune. Mais ils appellent à la vigilance sur la suppression partielle de la taxe d'habitation et sur l'autonomie financière des collectivités locales. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle, en l'occurrence pour le gouvernement français pour cette fin d'année. Emmanuel Macron qui a dit qu'il ne dérogerait pas à la règle concernant les vœux Il fera oui, il le fera, du 31 décembre, puisque vous savez qu'il a, le 14 juillet, il n'a pas voulu s'exprimer. Le 31 décembre, il le fera, après avoir passé une bonne semaine de ski. Visiblement, il s'est bien éclaté, le président Macron. Pour le coup. Et les jeunes.
Oui, il est jeune. Et il peut encore skier. Il a 40 ans. C'est vrai qu'on est jeune à 40 ans. Mais après qu'il aille, oui, bah, évidemment qu'il est jeune. C'est juste impressionnant ce qu'il a fait. Mais par contre qu'il aille en vacances, moi ça me pose pas de soucis. Qu'il aille au ski, qu'il aille même au Baléares, c'est sur ses propres deniers, donc très bien. Mais pourquoi toujours et encore cette masse de journalistes autour de lui, ces 10 gardes du corps et tout ça? Ah bah les gars, il part en journaliste, il part en vacances, il part vraiment en vacances. J'ai pas envie d'entendre parler de lui. J'ai l'impression que chacun de ces... Alors les journalistes le suivent. Et comme dirait l'autre, le garde du corps sont avec lui pour empêcher les journalistes de trop se rapprocher. Donc si tout d'un coup, il y a un mot d'ordre dans la presse pour dire là, on sait qu'il part en vacances, personne n'y va, il y aura certainement moins de garde-corps, il y aura peut-être 1 ou 2 paparazzi très connus qui voudront chercher la belle photo. De la com aussi, Tarek. C'est des spots, voilà. Non, moi je ne crois pas que ce soit de la com. Demandez à tous ces journalistes qui courent autour de ne pas y aller. Ouais, on a l'impression mais c'est de la com organisée par l'Élysée. Si l'Élysée, par exemple, il est obligé. Voilà. Ou alors il fait comme Jacques Verchès. Alors, je veux dire, quand on a un reportage de BFM sur les vacances de Macron, c'est un spot publicitaire gratuit. Tout à fait. Alors vous avez par contre encore plus, il y a un site qui s'appelle Conibini ou je sais pas quoi là, qui fait scandale. Combini ou je sais pas quoi là, qui fait scandale. Combini, oui. Parce que comme par hasard, la journaliste qui n'est pas une fleur connue dans le monde de la presse obtient 2 minutes sur le site, et quand on cherche dans le site, c'est dénoncé par arrêt sur image. Vous avez plein d'informations dedans. Elle était déjà à l'Élysée avec Hollande. Le fondateur du site, c'est un copain. Bon, donc ça on peut le reprocher à lui et à elle. Bon, alors dans un instant, nos avis tranchés de Hanan Zawani et de Tarek Mami. Alors il y a bien sûr, Christophe, beaucoup d'autres j'allais dire faits marquants dans l'année de 2017. On n'est pas rentré encore dedans. Ouais, non mais je veux dire, là, Jérusalem, Al-Quds, Trump. Bon, la récupération de la quasi-totalité des territoires syriens par l'armée syrienne. Oui, on en parlera tout à l'heure. L'arrestation de tous les émirs par MBS. Donc il y a des choses fondamentales qui sont en train de se passer dans cette année 2017. Ce que nous souhaitons, encore une fois, on peut rêver, on a le droit pendant 48 heures, c'est qu'il y ait moins de morts, moins de souffrances, moins l'année prochaine. Bon, alors c'est marrant parce qu'on a posé la question sur Twitter et sur Facebook aujourd'hui. Est-ce que l'année 2017 a été une bonne année pour vous? Et je crois avoir vu tout à l'heure, Hanan, tu veux me rectifier si je me trompe, que en majorité, non. Alors c'est du 50-50 sur Twitter, voilà. D'accord, mais sur Facebook, je crois que c'était non. Oui et non, et effectivement, ce matin, on était à 80-20, je vérifie ça. Et 80, c'était bon? Non, c'était non. C'était non, mauvaise année. Mauvaise année. Alors c'est vrai que ça peut être interprété de différentes manières. Est-ce que c'était une bonne année sur un plan personnel? Est-ce que c'était une bonne année sur un plan, j'allais dire, global, général? Ils auraient préféré avoir Madame Le Pen comme présidente, peut-être? C'est 80%. Oui, une majorité de non. Ouais, donc non, ils n'ont pas passé une bonne année. Espérons que 2018 soit meilleur. En tout cas, vous continuez de voter pour savoir si ça a été pour vous une bonne année. Alors c'est vrai que ça peut être une bonne année d'un point de vue personnel. On peut s'être marié, on peut être parent. On préciserait peut-être la question. D'un point de vue personnel, est-ce que 2017 a été une bonne année pour vous? Mais j'ai laissé volontairement, voilà. Ouvert. Voilà, exactement. Comme ça, chacun peut répondre, effectivement. Parce que normalement, le plan personnel l'emporte sur tout le reste. Je veux dire, si on a été papa ou maman au cours de cette année 2017, forcément qu'elle a été bonne. Si on s'est marié, bon, ça dépend avec qui. Mais normalement, forcément, c'est bon. Ceux qui ont divorcé, ça peut ne pas être, bon, quoique, une bonne chose, des fois de divorcer. Je sais pas. Pour certains, que Dieu m'en épargne. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Dans un instant, donc, de retour avec les avis tranchés, et on va entamer ensemble notre rétrospective. Et vous pourrez intervenir, évidemment, pour donner, vous, l'événement qui vous a marqué cette année 2017 en nous appelant 01 40 33 9000. Et je vous promets un grand Libertad tout à l'heure sur France Maghreb 2 en fin d'émission. À tout à l'heure. LGF, le grand forum avec Tarek Mami et avec Hanan Zawani, je devrais faire d'ailleurs de manière plus galant Hanan Zawani et Tarek Mami. On oublie souvent d'ailleurs. Mais bon, ouais, c'est vrai. Qu'aujourd'hui, voilà. Non, absolument pas. La primeur à Monsieur Mami, moi ça me va très bien. Les femmes d'abord, comment ça? Non mais, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, évidemment, bienvenue à vous sur France Maghreb 2. Est-ce que cette année 2017 a été une bonne année pour vous? Vous nous continuez à répondre à cette question sur Facebook, France Maghreb 2 pour voter, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Et je vois d'ailleurs que sur Twitter, vous êtes de plus en plus à nous suivre, donc tant mieux. Allez-y, continuez. On vous balance d'ailleurs plein d'informations grâce à l'équipe du LGF qui se mobilise, bien entendu, pour essayer de trouver des informations qu'on n'a pas ailleurs. C'est un peu la spécificité un peu du truc, quoi. Alors, bienvenue à tous. C'est parti pour le premier avis tranché. Il est signé Hanan Zawani et on va parler de Charlie Hebdo, je crois. Exactement. 5, 4, 3,
Alors piétinez-moi, allez-y. Charlie Hebdo, donc revu et corrigé par Anan Zawani. Exactement. Alors Charlie Hebdo et la chocolaterie, retour sur ces friandises que Charlie nous a laissées en 2017. Charlie Hebdo, c'est un peu l'enfant issu d'une famille pauvre du journalisme. Travaillant pour subvenir aux besoins des siens, la gauche identitaire et sécuritaire, il doit économiser chaque abonné, se battre pour être aimé. Malheureusement, il peine à s'offrir le succès qu'il espérait et rêve de buzz, ces friandises dont raffolent les journaux de son âge. Pour obtenir son comptant de sucrerie, il participe chaque année à un concours organisé par Caroline Fourest, Éric Zemmour, Emmanuel Valls, les Willy Wonka de la France réactionnaire, professionnel du débat hypercalorique et propriétaire d'une chocolaterie à polémique. Rétrospective donc sur une année 2017 riche en créativité pour le petit Charlie Hebdo, reconnu unanimement par ses pairs pour ses unes dégoulinantes de confiture. L'esprit Charlie, c'est d'abord le dépassement de soi, expliquent les commentateurs. Après une fin d'année 2016 en beauté où Charlie Hebdo nous avait fendu d'une couverture macabre et sanguillonnante sur le séisme survenu en Italie, notre hebdomadaire préféré nous a comblé dès le 11 janvier 2017 avec une caricature géante représentant les candidats de la gauche présidentielle en train d'évacuer des miasmes et de la morve. Cette année 2017 a été évidemment politique pour Charlie. En fin de campagne présidentielle et législative, le journal s'est essayé à la confiserie misogyne. D'abord dans une moquant l'infertilité présumée de la première dame Brigitte Macron, ensuite par une caricature sexiste qui évoque le nombre record de femmes élues à l'Assemblée nationale. Durant l'été, chez Charlie, on aime aussi sucrer ses parutions sur le dos des morts, comme avec cette caricature dégradante de Jeanne Moreau, parue en août, peu après son décès, ou encore ce dessin sordide représentant le petit Grégory, enfant assassiné en 1984, que Charlie représente dans un sac poubelle faisant de la planche à voile. La dernière imprimée, riant du décès de Johnny, a provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Et le meilleur pour la fin, les pralinés à l'islam politique. Jusqu'alors, Charlie Hebdo nous avait peu gâtés durant l'année 2017. Pas de une blasphématoire et peu d'amalgame. Fort heureusement, quand notre Charlie ne fait pas dans la quantité, il se rattrape sur la qualité. Sa couverture de l'attentat de Barcelone, représentant des corps éparpillés avec le titre « L'islam, une religion de paix éternelle », devrait entrer au panthéon culinaire de l'islamophobie. Chapeau, les cuistots. Hélas, et c'est le revers de la médaille, semaine après semaine, à force d'être gavé de la sorte, notre Charlie national nous conduit toujours à l'indigestion. En tout cas, la crise de foi des abonnés de Charlie s'est faite sentir en 2017, car le chiffre d'affaires du journal a baissé et le nombre d'abonnés a chuté. Faute de lecteurs, la version allemande de Charlie devrait disparaître en 2018. Alors, est-ce que les Allemands sont tout simplement plus raisonnables que les Français ? Je vous pose la question, cher auditeur, et puis vous également, monsieur Mami. Tarek. Bravo, merci Anan. Moi, c'est Charlie, en fait. Charlie, c'est l'histoire des recommencements éternels. Charlie était un journal qui était en train de mourir. C'est l'attentat qui l'a fait revivre, exactement, survivre, et qui lui a donné une cagnotte extraordinaire. Et les gens de Charlie, je le dis tel que je le pense, ils n'auraient pas dû garder cette cagnotte pour eux, pour recontinuer leur journal. Ils auraient dû faire le geste noble de celui qui reçoit un cadeau et de redistribuer cet argent, par exemple, aux victimes des attentats. Et là, on aurait vu s'ils avaient survécu grâce à leur production. Non. Charlie, c'est aussi une limite à la critique. Parce que quand un de leurs anciens grands dessinateurs avait fait une caricature, je crois que c'était sur le fils de Sarkozy, il a été viré pour antisémitisme. Donc quand vous avez la liberté de la caricature et non pas la liberté d'expression à géométrie variable, c'est que vous ne méritez pas d'être suivi, et un journal comme une radio doit vivre pour son honneur avec l'argent qui fait rentrer et pas avec l'argent des victimes décédées. Vous êtes Charlot, donc pas Charlie. Ni l'un ni l'autre, je suis Tarek. Voilà. Ah oui. Oui, parce que c'était devenu à... Vous vous souvenez évidemment, après, c'était devenu à... Très vite.
3 mois. Ça a duré 3 mois. Ouais, mais c'est toujours entretenu par sur les réseaux sociaux. Oui, pas par la fachosphère. Voilà, on est ouais, toujours. Je sais pas si Caroline Forest, il faut la mettre dans la fachosphère. Ah bah tous ceux qui utilisent ça sont la fachosphère. C'est quoi que de dire à quelqu'un t'es Charlie, t'es pas Charlie? Ça veut dire toi, t'as pas le droit à la réflexion, à la pensée, à la prise de décision, et tu dois suivre la meute. C'est ça. Et à partir du moment où tu suis pas la meute, bah t'es out. C'est ça la liberté, c'est ça le pays de Voltaire. Forest devrait avoir comme punition de relire Voltaire tous les matins et s'entraîner sur la tolérance. Anan. On a certaines personnes, notamment l'humoriste Yacine Bellatar. Il y a eu un buzz négatif énorme dernièrement parce que dans un de ses spectacles, il a dit je ne suis pas Charlie, je suis Nice, je suis Paris, et que pour chaque attentat je souffre. Et du coup, on a une journaliste de Marianne, je sais pas si vous avez suivi l'affaire Monsieur Mamie, bien sûr, très qui bien, en fait retourne ses propos, et du coup là, c'est un lynchage juste pas possible. Donc aujourd'hui, dire je ne suis pas Charlie, effectivement, ça équivaut à être out, et surtout à être jugé comme un islamiste, un frère musulman, parce que de cette phrase-là, il y a eu tout un tas d'insultes et puis d'attaques. Ils sont une dizaine de personnes. Et ils se repartissent les rôles. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui les intéresse, c'est un de ces 10 personnes qui monte au créneau au premier, et les autres disent c'est pas moi, on ne fait que suivre. Mais quand on peut tous les réunir dans une cabine téléphonique, je vais pas les citer ici, tout le monde les connaît, et ils sont les mêmes qui à chaque fois, avec à leur tête le grand Valls, qui est devenu un intellectuel. Qui a salué Bernard-Henri Lévy. Hein? Qui a salué Bernard-Henri Lévy. Non mais, voilà, et non mais il est devenu lui le chef. Et qui pour lui, Jérusalem est la capitale d'Israël. Oui, sauf que dans l'article qu'on voulait, il a mis pratiquement un mois à réagir. Non mais qui dit, il dit même pas merci à Trump, il dit que Trump n'est pas l'ami des Juifs, parce qu'avec les sionistes extrémistes, plus vous leur donnez, plus ils exigent. Donc pour revenir à ces 10 personnes, il y en a un qui monte, par exemple Caroline Forest ou Lamartine Gozlan, et derrière les autres ils viennent soutenir. Malheureusement, et d'ailleurs c'est une bonne chose, que dans les autres communautés ça ne fonctionne pas comme ça, parce que comme vous le dites, l'excès amène à la disparition. Encore Ibn Khaldoun, on va y revenir tout à l'heure. Et si cette édition en allemand ne sort plus, c'est que l'humour n'est pas apprécié de la même manière, parce que jusque-là, moi, vous êtes jeunes, Anan et Christophe, vous n'avez pas connu les journaux humoristiques hard des années 70, où ça se lâchait vraiment. Avant Charlie Hebdo. Avant Charlie Hebdo, oui. Bien sûr. Comment il s'appelait? Harakiri, voilà. Mais en général, quand tu en as une sur la religion à l'époque, il faut le préciser, surtout chrétienne, tout le reste est sur la société. Donc les gens l'emportent sur la société, les hommes, les femmes, comment ils se comportent, comment ils se respectent pas. Mais aujourd'hui, c'est devenu monolinguistique, j'allais dire. Il faut qu'il y ait le mot islam ou arabe là-dedans. Sinon, c'est pas une caricature. Oui, ça se vend moins. Du coup, donc l'avis tranché de Hanan Zamani que vous pouvez réécouter évidemment sur Facebook France Maghreb 2, ainsi que celui de Tarek Mami qui sera en direct aussi tout à l'heure. Pour l'heure, on va commencer à entamer notre petite rétrospective et ça a commencé dès le 20 janvier. Hanan, Tarek, auditrice auditeur, Donald Trump devient officiellement le 45e président des États-Unis en prêtant serment d'ailleurs sur la Bible devant le Capitole à Washington. Une année durant laquelle d'ailleurs Donald Trump a dit jamais un président a signé autant d'accords. L'élection de Trump, alors on peut la prendre de 10 manières différentes, on peut la prendre de problèmes. Elle avait surpris d'abord, hein? Non. Ah, un petit peu quand même, certaines parties de la population était choquée quand même par l'arrivée de Donald Trump. Ouais, il n'avait qu'à les voter comme dit l'autre. Ouais. Bon, alors donc c'est toujours la même chose. D'ailleurs, sur le plan populaire, Trump a perdu l'élection puisque Hillary Clinton avait plus de voix. Oui. C'est le modèle américain. Voilà, et le modèle américain, comme il y a ici des fois le modèle français. En réalité, les démocraties d'aujourd'hui ne sont pas des vraies démocraties. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie aujourd'hui? Faudra peut-être la redéfinir. D'abord que celui qui a plus de voix gagne et non pas celui qui a un truc. De la limitation, et pour ça, chapeau les Américains. Les Américains sont quand même depuis 2 siècles le seul pays dont le président ne peut pas dépasser les 2 mandats. Il y a eu une exception pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est une bonne chose. Et que quand le président perd, il y a tout le staff politique qui était avec lui qui s'en va. Ce qui fait qu'en clair, tous les 4 ans, ou tout au plus tous les 8 ans, vous avez toute une classe politique qui s'en va. Contrairement à ce qui se passe en France, une fois que vous avez mis le pied à l'étrier à 25 ans, à 70 ans, vous y êtes encore. Hanan, Donald Trump,
Donald Trump, comme... Il s'est fait remarquer encore récemment avec Jérusalem. Oui, mais moi, ce qui m'étonne, en fait, il s'est fait remarquer, on en a suffisamment parlé à la radio. Moi, le point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'on a eu une espèce, un choc psychologique, une onde de désarroi, d'angoisse, à se dire, mais qu'est-ce qu'il va faire? On a quand même quelqu'un qui, en tout cas, représente l'ultra-droite. C'est l'idée qu'on s'en faisait, qui est président des États-Unis, et en réalité on s'est habitué au pire, donc c'est nous interroger notre conscience et on s'est habitué à Donald Trump. On s'est habitué à Donald Trump et en réalité on s'habitue à toutes les horreurs du monde. Voilà, moi c'est plutôt ça qui m'interpelle sur cette année 2017, c'est-à-dire qu'il y a eu des chocs énormes, et notamment celui-là parce que c'est un gros choc politique, et qu'aujourd'hui c'est totalement normal. Donc oui, il a des sorties qui font parler, mais en réalité c'est plus Twitter, l'homme l'homme du buzz, et puis on profite, on abuse de ses tweets pour en parler, et puis tout rentre dans la normalité. On a quand même quelqu'un qui a un discours assez violent sur les manifestations qu'on a eues de la suprématie raciste blanche. Il les a pratiquement épaulés, en tout cas il les a mis au même niveau que les antiracistes. Et aujourd'hui ça choque plus personne. En Autriche on a eu l'ultra droite également qui a gagné. Je veux dire, dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans, si on a le Front National qui va pas bien du tout, qui passe, c'est normal, en fait, on s'habitue vraiment à tout. En fait, Trump est l'illustration ultime du cinéma américain. D'abord, n'importe quel citoyen américain ne peut jamais devenir président de la République. Sur le papier, oui. S'il n'y a pas les milliards et les milliards et les milliards. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que M. Trump, aujourd'hui, en fait, a une vision... il a 2 visions, 3 visions parallèles. La première pour lui, pour qu'il fasse le maximum de fric là où il est, et il continuera de faire du fric après-demain. La deuxième, c'est on peut le comparer à Sarkozy là-dessus, non? Un peu plus. Ouais. Mais Sarkozy n'a pas réussi dans les affaires. Trump a réussi dans les affaires et devenu président et continuera à réussir. C'est pas la même chose. La deuxième chose, ce qui est grave pour l'humanité entière, c'est qu'il a la vision évangéliste du monde. Ouais. Et en clair, par exemple, la reconnaissance de Jérusalem, peut-être un mot, Christophe, la reconnaissance de Al-Quds Jérusalem, c'est beaucoup plus dans une intention antisémite que par amitié au peuple juif. Pourquoi ? Parce que les évangélistes, qui sont principalement des antisémites, pensent que Jésus ne peut revenir sur terre pour faire régner l'ordre et la justice de Jésus, que le jour où on regrouperait encore de nouveau tous les juifs sur un même territoire, la Palestine, peut-être pour les exterminer. Alors quand vous voyez cette vision du monde, comment vous vivez aujourd'hui pour demain, vous posez la question, est-ce que quelqu'un de normal dans sa tête, quelqu'un qui n'est pas malade d'une manière psychiatrique, peut adhérer à ça? Il y a des psychologues qui sont, excusez-moi monsieur Mamie, j'interviens sur la maladie psychiatrique supposée de monsieur Trump. Il y a des psychologues qui ont écrit que c'était un fou, qui ont analysé ses comportements, ses paroles, et que apparemment il est sévèrement atteint, on dirait. D'ailleurs, quelques généraux avaient dit que s'il leur donnait l'ordre d'utiliser la bombe atomique, ils le feraient pas. Partant de ce point de vue. Et la troisième chose, c'est qu'il a une culture, j'allais dire, cow-boy indien, donc fort faible, ceux qui sont avec lui et ceux qui sont contre lui, et c'est ça qui le fait vivre. Or, une personne normale doit avoir, si vous voulez, 3 points dans le point médian, qui lui serait le point de l'affect et de l'affection et du respect des autres, qui ne fait pas de lui, si tu veux, un homme. Il y a les bons, il y a les mauvais. C'est un peu Bush, mais encore plus prononcé. Alors, on revient en France, c'est toujours au mois de janvier, le 29 janvier 2017, donc Benoît Hamon remporte les primaires citoyennes de la gauche et devient le candidat donc du Parti socialiste pour l'élection présidentielle. Malheureusement, évidemment, vous savez ce que ça a donné après, une joie de courte durée puisqu'il vivra une campagne difficile pour finir avec seulement 6,36 des suffrages exprimés le 22 avril 2017. Est-ce qu'on peut parler de gâchis pour Benoît Hamon? On peut parler surtout pour la population française de grande joie de courte durée, parce qu'on pensait nous être débarrassés d'un certain monsieur Maniolo, parce que lui, quand il appelle Dieudonné, il précise bien Dieudonné, Mbala. Donc lui, c'est monsieur Maniolo. Donc, et monsieur Maniolo
n'a pas été dégagé définitivement parce qu'il trahit toutes les règles de son parti. Donc dommage pour Benoît. Manuel Valls qui avait promis de soutenir le candidat qui gagnerait. Ah bah bien sûr. Et il a fait le contraire. On pourrait donc lui remettre le titre de grand traître de l'année 2017. Oui. De toute façon, il y a un prix qui s'appelle le prix, je sais pas quoi, de l'année. Il y en a un prix politique et un prix qui est donné aux menteurs, à tout ce que vous voulez. Et il est donné généralement de fin janvier. Et j'espère effectivement qu'il sera donné à M. Valls. Ce qui s'est passé pour Benoît Hamon, je me souviens très bien de cette campagne présidentielle. On était très actifs au sein de l'équipe du LGF, les chroniqueurs. Je sais pas si vous vous souvenez, Monsieur Mamie. C'est qu'en fait, il y a eu, ce soit au sein de notre équipe, on en a beaucoup discuté, mais même au niveau des réseaux sociaux, puis je pense dans chaque foyer de France, c'est qu'en fait, les gens ont réussi à se mettre en ordre de route, en ordre de marche, contre Manuel Valls, et du coup c'est ce qui a fait qu'il est sorti. Et en réalité la question que je me pose aujourd'hui, c'est que politiquement les gens se mettent en ordre de marche contre et plus pour. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les discours qu'ont les politiques comme Mélenchon, pas radicalisme, mais en tout cas radical dans leur manière de dire les choses, ils sont toujours contre en fait, ils sont pas dans la proposition pour. Enfin voilà, moi c'est quelque chose, je sais pas. En tout cas, gros gâchis pour Benoît Hamon. Qui avait peut-être l'un des meilleurs projets présidentiels pour le coup. Il avait un beau projet présidentiel. Après, comment voulez-vous qu'il s'en sorte? Il reprenait quand même le bilan de Hollande. Certes, c'était un frondeur, mais en réalité, il n'a pas été au bout de sa fronde. Il a eu Mélenchon qui l'a sommé de quitter les socialistes pour pouvoir mettre en place une alliance. Est-ce qu'avec le recul, il aurait dû y aller d'ailleurs? Il était entre, il pouvait pas y aller. Ça voulait dire quoi? Il allait faire front, en tout cas équipe avec Mélenchon. Il trahit aussi sa famille politique, donc il l'a laissé tomber. Mais après les élections présidentielles, ce que je trouve humainement plus juste et équitable, parce que derrière les socialistes, malgré les résultats, c'est des milliers et des milliers d'adhérents. C'est une histoire, je sais pas combien d'années, Monsieur Valls. Vous l'imaginez cracher à la figure de l'histoire en 1971 au Congrès des députés. Oui. Parce que là, on lui demandait de cracher à la figure, excusez-moi l'expression, des socialistes, de toute cette histoire. En fait, il ne pouvait pas y aller pour son honneur et pour l'argent de son parti, quitte à ce qu'il savait qu'il allait quitter le parti vu les conditions. Ça, c'est la première. La deuxième, s'il y a quelque chose à reprocher dans toute cette histoire, c'est le comportement de Manuel Valls, pour être clair. Et le troisième, faut aujourd'hui... Mais pas que. Non, surtout Valls. Ouais. Et maintenant, faut regarder l'histoire de l'année 2017 en miroir et au regard de l'élection de Monsieur Emmanuel Macron pour voir si, techniquement et par manipulation, quelqu'un d'autre que Monsieur Macron pouvait être élu. La réponse est non. Non, c'était joué d'avance. Alors, on avance un petit peu, on est au 15 mars, toujours en France. La veille, François Fillon, candidat du Parti des Républicains à l'élection présidentielle, a été mis en examen dans l'affaire Pénélope Fillon pour l'emploi fictif présumé de son épouse comme attachée parlementaire. Le 15 mars, donc le lendemain, il est à Marseille afin de poursuivre sa campagne et rencontre le sénateur maire, donc Jean-Claude Gaudin, à l'hôtel de ville. Après leur rendez-vous, et ça ne s'invente pas, il rejoint son véhicule rue de la Prison. Quel destin. François Fillon là aussi pour le coup. Alors là on peut parler de cet homme qui était normalement le futur président. On se souvient des sondages qui le donnaient gagnant contre tout le monde. J'avais écrit que c'était l'élection impardable qui est devenue l'élection ingagnable à un certain moment. Ouais. On sait toujours pas qui lui a mis des bâtons dans les roues. Ses amis. Ses amis? Ses amis. Il y a rien qui est sorti. On bribe entre Rachida Tati, Sarko, l'avocat. Voilà, comment il s'appelle? L'avocat franco-libanais qui lui a offert les costumes. Non, Takedine, c'est l'autre. Non, il y en avait un autre là, Richard Bourbe. Comment il y avait un nom en I là? Non, mais il y a Sarkozy, Madame Dati, dit-on, par ses anciens tweets. Bonjour. Et comment ça s'appelle? Et l'avocat franco-libanais qui lui a offert le costume, qu'il a accepté et qui a dit publiquement que c'était lui qui l'allait monter en vêtements et que l'autre était ingrat. Ils remercient même pas. Donc c'est de chez eux et je suppose que les autres partis ont aidé aussi à l'enfuir parce que
en fait, personne ne voulait d'un retour de Sarkozy. Alors, il a quand même, malgré une campagne très agitée, pour le coup, François, il a fait 20,01% des voix. Exprimé de 22 avril 2017 au premier tour et ne sera pas donc qualifié pour le second tour. Jean-Luc Mélenchon lui est arrivé en 4e position de cette élection, donc avec le score de 19,58%. Et malheureusement, il a eu un comportement de mauvais perdant, parce que j'ai toujours pensé, j'avais dit à l'époque, que si le soir même, il s'était rebellé contre ce résultat pour appeler à voter contre Madame Le Pen, il aurait eu non pas 30 députés, il aurait eu au moins 120 députés derrière. Mais les stratégies... 30 ou 18 députés? Non, 30 c'est les socialistes, lui c'est 18. 18, voilà, 18. Il aurait eu, à mon sens, plus de 120 députés. Ça lui a été beaucoup reproché. Non, parce qu'il apparaît, comme aujourd'hui il veut être le principal opposant à M. Macron, s'il avait pris cette position le soir même, il aurait été le principal opposant à Madame Le Pen, plus que Macron lui-même. Ouais, mais on refait pas l'histoire. On peut juste regretter qu'ils n'aient pas été au deuxième tour pour avoir un débat de meilleure qualité. Voilà, c'est tout. Pour le reste, on avance un petit peu, on change de sujet et de registre, on va en Angleterre, puisque le 22 mars 2017, un assaillant fauche la foule avec son véhicule avant d'être abattu par la police près du Parlement britannique. À Londres, évidemment, des images aussi dramatiques. Bilan 5 morts et une quarantaine de blessés, dont 3 lycéens français. Le 3 juin 2017 d'ailleurs, une autre attaque revendiquée par Daesh frappe en plein cœur de la capitale anglaise, dans le quartier près de London Bridge. Bilan 8 morts et une cinquantaine de blessés. Londres qui n'a pas été épargné cette année évidemment par les différentes attaques terroristes. Tarek, Hanan, Londres avec évidemment son lot de morts et d'attaques terroristes cette année, il y en a eu plusieurs. Toujours les mêmes chocs psychologiques qu'on subit mois après mois et semaine après semaine. Avec ce que je déplore, on a eu un attentat très meurtrier en Afghanistan il y a hier ou avant-hier, il y a quelques jours, donc très peu de relais médiatiques. Donc ce que je déplore, c'est le fait qu'on sectorise en fait ces attentats et qu'il y en a qu'on mette en avant et d'autres qu'on mette plus en avant. Donc voilà. Tarek, sur l'Angleterre qui n'a évidemment pas été épargnée cette année comme d'autres pays, mais l'Angleterre c'est principalement l'Angleterre et la France. Ouais. À moindre mesure la France cette année non, mais dans l'absolu depuis 2012 2015 les attentats 2015 en France. L'Angleterre en fait est un pays qui est aussi le lieu des batailles sourdes entre différents services des pays du Moyen-Orient, puisque l'Angleterre avait colonisé tout le Moyen-Orient. Ouais. Et il y a aussi des règlements de compte entre services et des manipulations sur ce territoire. Et c'est ce qui explique un petit peu tout ça. Et le fait, si vous voulez, que ceux qui commettent ces actes viennent un peu du Moyen-Orient et beaucoup de l'ancien Pakistan. Ouais. Et toutes ces régions, en fait, sont manipulées par le salafisme pour pousser le bouchon par le wahhabisme, mais le wahhabisme poussé à l'extrême, donc Daesh. Alors, juste avant la pub, une dernière petite information qui nous emmène le 5 avril 2017 cette fois-ci. Le Conseil de sécurité se réunit pour discuter de l'utilisation présumée d'armes chimiques et donc lors de raids aériens par l'armée de Bachar el-Assad la veille dans la région de Khan Sheikhoun en Syrie. Donc évidemment, on s'en souvient de cette réunion. L'ambassadrice notamment donc des États-Unis, auprès de l'ONU montre des photos des victimes de l'attaque. Le bilan est d'au moins 87 morts, dont 31 enfants et plus de 400 blessés. Donc ça n'était pas la première d'ailleurs qu'on essaie d'attribuer des attaques chimiques de Bachar el-Assad, Tarek, pour le coup. C'était au moins la deuxième grosse affaire. Ouais. La première grosse affaire, c'était la Ghouta en juillet ou août 2012 ou 2013, l'été, quand monsieur Hollande se préparait soi-disant à aller bombarder et qu'il attendait le lendemain à 17h un coup de téléphone du président américain Obama et que le président américain l'a appelé pour lui dire qu'il ne va pas intervenir, surtout que la veille, les députés anglais ont interdit à leur propre premier ministre d'aller bombarder. Et les enquêtes de l'ONU, y compris par des personnes qui étaient anti-Bachar, ont démontré
que ce premier bombardement n'était pas un bombardement de Bachar, mais un bombardement de ce qu'on appelait à l'époque les rebelles, et la même chose par la suite. En réalité, ces histoires d'armes chimiques ont été utilisées en Irak contre pour faire condamner et exécuter Saddam, et donc ça rappelle plein de choses qu'il n'y a pas lieu de rappeler, notamment l'histoire des couveuses, les couveuses en Koweït qui n'ont jamais existé. Donc si vous voulez, aujourd'hui vous avez 3 guerres. Vous avez la guerre réelle entre des gens, vous avez la guerre diplomatique plus ou moins cachée, et vous avez la guerre la plus forte et la plus destructrice, c'est la guerre des médias. Et ceux qui contrôlent les médias font croire à l'ensemble de l'humanité que ce qu'ils disent est la vérité, quand bien même, ici et ailleurs, on se bat pour montrer que c'est peut-être une partie de la vérité, mais pas la vérité. On va avancer dans cette rétrospective dans un instant, mais juste auparavant, à suivre et derrière la pub, l'avis tranché, signé Tarek Mami, pour ce dernier avis tranché de Tarek Mami pour cette année 2017. À tout de suite. LGF, le grand forum pour cette dernière de cette année 2017. Soyez les bienvenus. Est-ce que cette année 2017 a été une belle année pour vous? Eh bien, vous répondez sur Facebook, sur Twitter, Facebook France Maghreb 2 bien sûr, sur Twitter LGF officiel. Pour l'heure, avant de continuer notre petite rétrospective des principaux événements qui se sont déroulés au cours de cette année 2017, bien sûr, on n'a pas tout évoqué parce qu'il y en a eu beaucoup. On a essayé de relever les principaux, bien sûr, et vous pourrez aussi nous donner les vôtres tout à l'heure dans le cadre d'un grand Libertad pour finir cette émission tout à l'heure. Tarek Mami, Anan Zamoni sont avec nous aujourd'hui. Et pour l'heure, on va passer au deuxième avis tranché, celui de Tarek Mami Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Avis tranché signé Tarek Mami qui a décidé de redonner un peu d'espoir à tout le monde. Ibn Khaldoun, l'éternel qui trace la durée des empires triomphants et seul de la souffrance des peuples opprimés. Abdelrahman Ibn Khaldoun. Ce nom dit beaucoup de choses aux férus de la culture arabe dans la sphère géographique islamique. Il dit également beaucoup de choses aux férus de la culture universelle et aux hommes de culture partout dans le monde. Ce nom ne dit malheureusement rien à beaucoup d'Arabes du Maghreb et du Mashrek dont Ibn Khaldoun est issu. Ibn Khaldoun est né en Tunisie le 27 mai 1332 et mort au Caire le 17 mars 1406. Il était historien, philosophe, diplomate et homme politique. Mais à mon sens, il était surtout l'inventeur de la sociologie et de la science politique moderne. À l'époque où les Arabes commençaient à créer des dizaines de mini-royaumes en Andalousie et à se faire expulser de ce territoire où la civilisation arabo-islamique a rayonné pendant 8 siècles pour atteindre le summum de la civilisation humaine, de la coexistence entre les peuples et les religions de l'époque. Soit ce que nous appelons aujourd'hui, nous, ici, le vivre ensemble, et qui reste pour nous tous un vœu. Ibn Khaldoun est aussi l'inventeur de la théorie des cycles historiques sur la base de la asabiya. La asabiya qui signifie esprit de corps, regroupement d'intérêts, que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de idéologie fédératrice. Pour la résumer, cette théorie, et en faire même une caricature facile à mémoriser, je dirais que cette théorie des cycles historiques fait que les États, les empires, ressemblent aux êtres vivants, animaux et hommes. Ça naît, ça grandit, ça devient fort, ça diminue de force, ça s'affaiblit et ça meurt. Il faut comprendre ici qu'il s'agit de la asabiya qui permet la création de ces États-empires, qui permet donc la naissance, la croissance, le déclin, l'effondrement et la mort de ces États. Quant à la durée de vie de ces États, Ibn Khaldoun donne en gros 3 générations, soit en gros 150 ans. À ce titre, il me vient à l'esprit que la colonisation de l'Algérie par la France, l'une des plus longues de l'histoire de l'humanité, a duré 132 ans. Ibn Khaldoun explique donc ainsi ces cycles en disant la première génération de cette asabiya pour la création de cette dynastie crée cette dynastie. La deuxième génération continue et crée encore, mais commence déjà à dépenser, à jouir
du pouvoir, des pouvoirs ainsi créés. Quant à la troisième génération, elle arrête de créer, de progresser, dépense et jouit uniquement de ce qui a été créé par ses ancêtres. Elle se trouve alors en face d'une nouvelle Asabiya idéologie, avide, elle, de créer, de prospérer et d'innover, et qui finit par détruire l'ancienne Asabiya et créer une nouvelle dynastie. Il faut comprendre ici que ces Asabiya idéologies concernent les dynasties et les systèmes politiques, pas les peuples. On pourrait dire aujourd'hui les partis politiques au sein des mêmes peuples ou certains peuples qui vivent aux dépens d'autres peuples, comme l'apartheid hier, qui a vécu, qui a disparu, comme les Palestiniens aujourd'hui et les Rohingyas aujourd'hui, qui cesseront un jour, de par cette règle historique des cycles de l'histoire, finiront par voir leur souffrance s'arrêter. Nous regardons l'histoire telle qu'elle est depuis la mort d'Ibn Khaldoun et on peut constater qu'aucun régime au sens strict n'a vécu les 150 ans prévus par Ibn Khaldoun. Et on peut prendre des exemples. À commencer par la domination américaine qui en réalité a commencé en 1945, même si nous avons nous l'impression qu'elle a été éternelle. L'histoire récente de la France qui en réalité commence en 1962 avec la décolonisation. La Russie dans sa nouvelle forme qui est apparue après la chute de Berlin 1987. La Chine et sa renaissance en 1948 avec la victoire de Mao. Israël et sa création par l'ONU dans une résolution de 1948. La Turquie moderne, soit depuis 1922 l'abolition du califat ottoman et l'émergence d'Atatürk, soit à partir des années 80, la fin de la dictature militaire et l'accès à la démocratie dans ces années 80. Et bien sûr, on peut continuer la liste. On ne trouvera pas un régime qui a une histoire longue de 150 ans prévue par Ibn Khaldoun comme un maximum. Cette théorie des cycles historiques a été reprise au XXe siècle par l'historien anglais Toynbee, qui l'a développée et actualisée, si bien que certains en Occident pensent même que c'est lui qui a inventé cette théorie. Mais passons. Pourquoi reparler par contre d'Ibn Khaldoun aujourd'hui? Pourquoi le qualifier d'éternel à travers ses travaux? C'est pour répondre au désespoir qui frappe beaucoup d'entre nous lorsque nous voyons trop d'injustices, de comportements de beaucoup d'hommes politiques et d'État qui se croient eux éternels, tellement la puissance du moment les aveugle, les rend insensibles à la douleur et aux souffrances des autres, si qui les fait oublier la réalité de l'histoire et de la théorie des cycles d'histoire décrite par Ibn Khaldoun. Quelques rares hommes ont fait le choix de découvrir en profondeur Ibn Khaldoun et son œuvre prédictive. C'est par exemple le cas du créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a adopté comme livre de chevet, le livre d'Ibn Khaldoun. Le rêve serait que chaque ouverture de compte Facebook soit jumelée automatiquement par la lecture du livre d'Ibn Khaldoun. Ce n'est malheureusement pas le cas, ni pour les adeptes de Facebook, ni surtout pour les 2 étoiles montantes, pour l'accaparement des pouvoirs au Moyen-Orient, que sont Mohammed Ben Salman dit MBS pour l'Arabie Saoudite et Mohammed Ben Zayed de MBZ pour les Émirats Arabes Unis, qui vient d'être remis à sa place par la Tunisie, ce petit État uni. Par qui? Par la Tunisie, qui est le pays d'Ibn Khaldoun. La boucle de l'histoire se reboucle toujours. J'espère que ces 2 illustres personnages du Moyen-Orient me donneront tort en se ressourçant de Ibn Khaldoun pour en tirer les leçons de l'histoire. Ibn Khaldoun qui a d'ailleurs dessiné les contours de 2 concepts qui restent valables à ce jour. Les Arabes, avec un seul A, qui signifie les Arabes citadins qui intègrent les règles de vie et de pensée de leur époque, et les Arabes avec 2 A, soit les nomades et les bédouins qui maintiennent leur tradition et refusent toute évolution. Il nous faut donc prendre maintenant le temps de lire et de relire
l'œuvre principale d'Ibn Khaldoun. En arabe, elle s'appelle Al-Muqaddima. Dans sa traduction française, c'est le Prolégomène d'Ibn Khaldoun. Merci Bravo, monsieur Tarek. Voilà pour cet avis tranché, assez long, mais explicatif pour le coup, et retour donc sur l'histoire de ce grand homme. C'est lui d'ailleurs qui avait dit que les Arabes se sont toujours mis d'accord pour ne jamais Tout à fait. Alors, il dit pas les Arabes, en fait c'est pour ça que je l'ai précisé, il dit les Arabes. Les Arabes. Donc il y a les Arabes avec un A Et les Arabes, et les Arabes avec deux A. Les Arabes étant les Bédouins qui gardent leur tradition d'il y a 20 siècles, qui veulent pas changer, alors que les Arabes citadins, c'est ceux qui s'adaptent à leur temps. C'est comme chez nous, ici, aujourd'hui en France, cher Christophe, ceux qui se disent musulmans et qui vivent avec leur temps, et ceux qui se disent musulmans et qui nous disent qu'il faut vivre comme les salafistes d'il y a 14 siècles. On continue notre petite rétrospective, si vous le voulez bien, avec vous, auditrices, auditeurs, Adan Zawani, Tarek Mami, le 24 avril 2017, une cérémonie en l'honneur de Xavier Jules, le policier qui, vous vous souvenez, a été tué lors de l'attaque terroriste du 20 avril 2017 sur les Champs-Élysées, à Paris. Et puis, on s'en souvient évidemment, ça avait été beaucoup d'émotions. Et puis le 1er octobre 2017, c'est au tour de Marseille de subir l'attaque d'un assaillant à la gare de Saint-Charles. On déplore d'ailleurs 2 victimes. Là aussi, ça avait provoqué une émotion toute particulière pour cette attaque à la gare Saint-Charles à Marseille. 2 jeunes filles, je crois qui étaient cousines. Hein, cousines, oui. Et étudiantes. Et étudiantes de passage à Marseille pour fêter l'anniversaire de l'une d'entre elles. Et donc voilà, pour ces cérémonies d'hommage qui ont eu lieu. Le 3 mai 2017 maintenant, eh bien, un opposant prend feu lors d'affrontements avec la police anti-émeute dans une manifestation contre le président au Venezuela, Nicolas Maduro, qui a été aussi très critiqué pour ce qui est de la crise au Venezuela. Il y a eu beaucoup d'affrontements, beaucoup de morts au cours de ces manifestations. Tarek, au Venezuela aussi, ça a bien chauffé cette année. Venezuela, alors en fait, c'est toujours difficile quand vous êtes un îlot dans un océan et que vous essayez de faire le contraire de ce que le chef de l'océan vous oblige à faire, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Venezuela, c'est Chavez qui a toujours eu de positions très progressistes, en tout cas à l'extérieur du monde. On lui reproche, peut-être à raison, une mauvaise gestion financière, mais il a fait de son pays un pays souverain. Il a utilisé l'argent de son pétrole pour être distribué à tout le peuple. Et d'ailleurs, Monsieur Maduro, qui est son successeur aujourd'hui, Christophe, qui est dénoncé par les Américains comme un dictateur et comme Bachar à la limite de Syrie, vient de gagner pratiquement 90% des municipalités lors de la dernière élection. En tout cas, le président, lui, réussira à faire passer donc sa réforme de révision de la Constitution, à rester au pouvoir. Mais le bilan, Anan, des affrontements est de 125 morts quand même. Très difficile. Voilà, la crise humanitaire d'ailleurs qui est dans le pays, qui est toujours d'actualité d'après certaines informations. Le Venezuela, peut-être Anan, un petit mot? Non, pas de petits mots, Christophe. Je suis désolée, je suis pas trop informée sur cette actualité. Faut appeler Mélenchon, il est informé apparemment. Ah, oui. Le 7 mai 2017, maintenant, messieurs dames, Emmanuel Macron devient le 8e président de la 5e République française en obtenant 66,1% des suffrages exprimés. Il devance la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen et devient ainsi, dans l'histoire, ça c'est toujours bon à prendre, à l'âge de 39 ans, il est le plus jeune président de l'histoire de France. Putsch médiatique, manipulation médiatique, enfin tout a été fait pour qu'il gagne. Hein. C'était quand même un inconnu qui lance son mouvement un an auparavant. En marche vers l'Élysée. Des milliers d'adhérents, une communication à l'américaine, sponsorisée sur BFM TV. Enfin c'était juste hallucinant quoi. En tout cas, il a gagné. Il a gagné, mais manipulation et putsch médiatique, moi je dis. Tarek ? Alors, Macron, c'est un ovni. L'ovni ne se répète pas tous les 4 ans, mais une fois tous les quelques siècles. Il a eu pour lui toutes les faiblesses de France, côté politique et côté peuple et côté envie de changement. Et il a eu pour lui toute la force des oligarques français, tous médias confondus.
Et vous savez, il y a eu une opération de manipulation qui a eu lieu en 1983 par le président François Mitterrand à l'époque. Dans le générique des journaux de France 2 de l'époque, il y avait toutes les 3 secondes ou toutes les 7 secondes la photo du président de l'époque. Et c'était sur une étude technique que vous imprimez dans l'inconscient des gens cette photo qui vous devient à la fois familière, Christophe, et j'allais dire, et sympathique. Et donc la droite à l'époque s'est rendu compte, scandale, on a retiré les trucs. Et ce qu'ont fait les patrons des médias en France pour M. Macron, c'est exactement la même chose. Parce que si on vous dit le nombre d'émissions, le nombre de minutes qui ont été consacrées au gendre idéal, on disait comme ça à l'époque, avant même l'entrée de la période électorale, j'allais dire les choses étaient concrètes. L'affaire Valls qui se retourne contre Hamon, l'affaire Fillon, le résultat était déjà obtenu et on en avait parlé ici même la veille et j'avais écrit dans mon avis tranché de l'époque que M. Macron n'avait pas de problème de deuxième tour pour être président de la République, mais qu'il avait un problème de premier tour. Il suffirait qu'il soit présent au premier tour pour qu'il soit sûr, quel que soit l'adversaire, y compris Mélenchon, de gagner cette présidentielle. Mais Macron, juste si je peux me permettre, parce que c'est exactement pour moi ce qui s'est passé, on pourrait le comparer à une entreprise et à ce qu'on appelle la stratégie d'entreprise. Oui. Aujourd'hui, il y avait un produit qui était Macron. En face, il y a un positionnement à avoir pour avoir des électeurs, donc des acheteurs, et qu'il a été sur un créneau pas ni gauche ni droite, pas parce qu'on en avait marre de cette transition gauche-droite, et que stratégiquement, en toute sincérité, alors je sais pas qui sont ses conseillers, mais c'est très fort. Il a cassé tous les codes, quoi qu'il arrive. Il a cassé aussi tous les codes. Il avait surtout, il y a un super article, mais qui n'a jamais été médiatisé. Et là, surtout pour lui, les 4 ou 5 grands hommes d'affaires français, dans Bolloré, dans Monsieur Drahi, dans l'ancien patron de AXA, qui l'ont amené à ce qu'on appelle, mais c'est compliqué pour les auditeurs, la réunion de Bloomberg, ou un truc comme ça, qui a lieu tous les ans, plus ou moins en Allemagne, et qui décide l'avenir du monde. Alors, il a été intronisé. Après, il a été imposé comme ministre de l'économie à Valls et à Hollande contre leur gré. Et après, la machine était partie. En tout cas, voilà, pour l'instant, il est en train de faire ce qu'il dit, finalement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on ne soutienne ou pas. Voilà. Non, mais c'est pas qu'on n'aime pas en tant qu'homme politique. Là où vous avez raison, Christophe, c'est que dans ce pays, on a pris l'habitude de présidents qui font plein de promesses. Ouais. Hollande, mon ennemi est l'argent. Et elle arrive au pouvoir, et qu'est-ce qu'il fait? Il aurait dû faire un deuxième discours pour dire mon meilleur ami est l'argent. Même si c'est pas pour lui, parce qu'on trouvera pas un centime de corruption ou de tournement d'argent pour Hollande. Mais il l'a donné. Et donc celui-là, il arrive aujourd'hui, et il donne tout ce que les autres avaient promis, n'avaient pas donné. Juste peut-être un petit mot, comme notre ami Mourad Goual sera de retour la semaine prochaine avec nous, comme j'ai eu plusieurs textos d'amis qui nous écoutent à Marseille. Donc je les salue en vrac, André, René, Aziz, Aïcha, Boalam et quelques autres. Bon, alors on avance parce qu'on est le 23 mai à Nantes. Le 23 mai 2017, la foule se rassemble pour une veillée à Albert Square, à Manchester, au Royaume-Uni, là pour l'instant, au lendemain d'une attaque, d'un attentat suicide, lors du concert de Ariana Grande. À la Manchester Arena, qui a fait 22 morts et plus de 500 blessés. Là aussi, il y avait beaucoup d'enfants dans les victimes. Ça avait été une attaque ultra médiatisée pour le coup à Manchester. Le 2 juin 2017, maintenant, après 196 jours passés dans l'espace, l'astronaute Thomas Pesquet est de retour sur Terre. Ça aussi, c'est un événement qui avait été salué à l'époque, vous vous en souvenez? Les images étaient magnifiques. Images absolument magnifiques. Voilà. Et puis surtout, il a pu parler à nouveau d'écologie, de la fragilité de cette couche terrestre. Malheureusement, on a eu des super sommets climatiques. On a eu Macron, on en parlait encore tout à l'heure. C'est quoi son slogan déjà?
Great Planet Again. Moi, je sais plus c'est quoi son. Great Planet Again. Voilà. En fait, il a détourné le slogan d'Obama. De Trump. Ah, de Trump, oui, pardon, oui. American Again. Voilà, Great Again, voilà. Enfin bon, bref, le climat, c'est le grand sujet oublié de l'année 2017, des 20, 30, 40 dernières années. On a eu, dernièrement, il est urgent de le dire, on a eu plusieurs scientifiques qui ont lancé un signal d'alarme. Et une semaine, 10 jours, c'est oublié, quoi. Alors, on est cette fois-ci au mois de juillet, le 9 juillet 2017. Les soldats de l'armée irakienne plantent le drapeau de l'Irak sur la rive du Tigre, à Mossoul. Ils célèbrent donc leur avancée alors qu'une petite poche de résistance encerclée continue de résister dans la vieille ville. Évidemment, il n'aura pas fallu long feu. Mossoul a été libéré. Ça s'est passé au mois de juillet puisque le Premier ministre irakien Al-Abadi déclare que Mossoul est libéré et vient féliciter ainsi les troupes. La ville était sous le contrôle de Daesh depuis juin 2014. Ça aussi, ça a été un événement. C'est la fin de la bataille de Mossoul. Tarek Mami, Anan Zawani. Oui, et si vous permettez, Christophe, je vais vous laisser défiler parce qu'il nous reste 15 minutes. Et je sais que votre liste d'événements est encore très longue. Vous souhaitez laisser un peu de temps pour les Bertades. Exact. Et j'aurai 2 mots à dire sur la Tunisie d'aujourd'hui, entre la Turquie et les Émirats Arabes Unis. Oui. Est-ce que la démocratie peut faire pour les Arabes? Alors, aujourd'hui, on garde l'antenne jusqu'à 18h15. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai aussi mon coup de cœur. L'horloge de 18h, c'était 18h07. Non, ça va. Ouais, bon. Alors, on va aussi parler de comme chaque été, malheureusement, il y a eu beaucoup d'incendies en Europe, mais aussi, aux États-Unis, puis le Portugal et l'Espagne, c'était un petit peu plus tard, au mois d'octobre, donc des incendies de forêt, comme chaque année, qui ont fait, beaucoup de pertes en matière de forêt. Sinon, le 17 août 2017, cette fois-ci, une camionnette fonce dans la foule sur l'avenue piétonne de la Rambla à Barcelone, en Espagne. Le bilan est de 15 morts. Évidemment, on s'en souvient, là aussi, ça a été en plein été, au cœur de l'actualité, cette attaque à Barcelone. Le lendemain, d'ailleurs, une attaque sur le même mode opératoire tue un policier à Cambrils, à 120 km de sud-ouest de Barcelone. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans l'actualité? Le 25 août 2017, selon l'ONU, plus de 650 000 Rohingyas ont fui la Birmanie vers le Bangladesh depuis le 25 août 2017. Là aussi, on en a beaucoup parlé, c'est revenu dans l'actualité. Les Rohingyas, une minorité musulmane vivant dans l'est de la Birmanie, pays à majorité bouddhiste, sont considérés comme un des peuples les plus persécutés au monde. Au moins 6700 Rohingyas ont été tués entre fin août et fin septembre au cours d'une opération de l'armée birmane, au cours de plusieurs opérations de l'armée birmane. Je vais y arriver. Là aussi, ça continue, on continue d'en parler parce que les conséquences sont encore là et ils risquent d'être là encore pendant très longtemps. Au mois de septembre, le 12 septembre, le président français Emmanuel Macron se rend sur l'île de Saint-Martin, dévastée par le passage de l'ouragan Irma. Le 7 septembre 2017, donc, 10 personnes ont été tuées du côté français et 4 dans la partie hollandaise. Là aussi, on en a beaucoup parlé, évidemment, avec cette tempête ultra médiatisée, tempête Irma, avec beaucoup aussi de critiques aussi, qui ont été faites par rapport à la gestion un petit peu tardive du gouvernement français concernant Saint-Martin. Si pas de commentaires, on va parler aussi du 13 septembre 2017 puisque Paris est désignée ville organisatrice des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 lors de la 131e session du CIO au Pérou. Ça s'est passé à Lima. Au premier plan, on a pu voir donc Anne Hidalgo, la maire de Paris. Avec là un commentaire, une pirouette. En fait, cette organisation a proposé, il y avait 2024-2028. 2 pays concurrence. Cette organisation dit celle qui prend 2028 aura des millions d'euros ou 2 millions de dollars pour organiser. Et le jeu politique de Madame Hidalgo fait qu'elle préfère 2024 parce qu'elle espère utiliser cette date pour sa propre réélection. Parce que si elle était une femme politique normale, elle aurait préféré l'argent pour sa ville et son propre pays et accepter d'aller en 2028 pour garantir, je crois, 200 millions ou 300 millions, je sais pas combien, mais beaucoup de millions de dollars. Et donc, c'est aussi une façon qui explique comment les politiques fonctionnent. Leur intérêt à eux va plus vite que l'intérêt de leur pays.
Le 1er octobre, vous en souvenez évidemment tous et toutes, puisque là on est à Las Vegas. Un homme âgé de 64 ans, Stephen Paddock, tire sur une foule de festivaliers venus écouter de la musique country à Las Vegas, donc États-Unis. Le bilan est très lourd. Peut-être d'ailleurs 59 morts et plus de 500 blessés, pour être très exact. Cette fusillade donc est la plus meurtrière dans l'histoire du pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Le 31 octobre 2017, une camionnette lancée d'ailleurs sur la foule fait 8 morts là aussi. Alors, à New York aux États-Unis. Là, la presse internationale s'est lancée pour trouver le mot islam. Et ils ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Donc là, ils ont reculé. Et tout d'un coup, on parle plus d'actes terroristes, de quoi que ce soit. On dit, monsieur Intel a tué 59 personnes. Et c'est important à relever quand même. Et puis le 3 octobre, c'est le début de ce dont on parle encore, c'est la crise en Catalogne. On voit cette femme portant un drapeau catalan à l'époque qui marche dans une rue recouverte donc de bulletins de vote manifestés lancés par des manifestants pro-indépendantistes lors de rassemblements devant le siège du Parti de Popular donc à Barcelone. En Espagne, il y a eu donc des référendums évidemment. Oui, le 1er octobre 2017, une majorité d'ailleurs de Catalans se prononce pour l'indépendance lors de référendum, donc non autorisé à l'époque. Le gouvernement régional est destitué le 27 octobre. Et puis de nouvelles élections ont eu lieu dernièrement le 21 décembre dernier 2017. Donc une crise qui est loin d'être terminée pour le coup. Et les indépendantistes auront aussi gagné. Alors quand on joue aux cartes, on joue une partie, vous gagnez la première, Christophe. Vous la gagnez, je joue la deuxième, je la gagne, et on dit on fait la troisième pour trancher. Le problème de Catalogne et de l'Espagne, c'est que la même personne a gagné les deux parties. Et donc, que faire aujourd'hui au nom de la démocratie? Et puis, j'allais dire le pire ou le meilleur pour la fin, c'est Trump, évidemment, et cette reconnaissance de El-Quds, Jérusalem comme capitale d'Israël. Et sans oublier évidemment les nombreuses personnalités qui nous ont quittés cette année, Jeanne Moreau, Jean Rochefort, Johnny National et Jean Dormesson. Et Jean Dormesson évidemment, Jean Dormesson qui d'ailleurs avait dit et déclaré qu'il ne souhaitait pas mourir la veille d'une grande star. Et ben c'est loupé pour le coup. Le pauvre. Parce qu'il a compris comment ça marche. Alors juste sur le Quds, mais je fais de l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous réserver ça après la pub parce qu'il est 51. Oui, ok. Voilà. Et alors, juste après, un gros Libertad. Okay. Messieurs, dames. 01 40 33 9000. On ne sait pas qui vous êtes, mais vous allez pouvoir nous appeler, pour nous dire tout ce que vous voulez. Voilà. C'est la dernière de l'année 2017 dans un instant avec Anan Zamani et Tarek Mami. Envie de réagir à l'actualité? Un coup de gueule, un coup de cœur? 24h124, le mobile répondeur. 06 18 21 56 41. 06 18 21 56 41. Après sélection, les messages seront écoutés dans le grand forum entre 16h et 18h30. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le cadeau du jour. Oh, oh, oh. Dis donc Intermarché, c'est pas fini de jouer à Noël tous les jours? Vous voulez prendre ma place, c'est ça? Eh bien je vous la laisse. Et puis bon courage avec les chariots dans les cheminées. Allez. Aujourd'hui, dès 50 € d'achat, recevez 6 € en bon d'achat. C'est le cadeau du jour et c'est seulement dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pour porteurs de carte de fidélité, modalité sur noël.intermarché.com. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Téléchargez l'application France Maghreb 2 sur votre téléphone ou votre tablette et amenez votre radio partout avec vous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Anan Zamani, Tarek Mami pour ce vendredi et pour cette dernière de cette année 2017 sur France Maghreb 2. Avec, bien maintenant, dans un instant, Libertad. Juste un petit mot, Tarek, vous souhaitiez parler de quoi? J'allais dire 3 mots. D'abord, sur Al-Quds. Vous avez aujourd'hui Jérusalem. Vous avez la phrase de Trump et la phrase des sionistes qui vous disent Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël depuis 3000 ans. Donc, marquez bien, 3000 ans. Donc, quand on vous dit une phrase comme ça, cela suppose que le peuple juif est le premier peuple à habiter ce territoire. Donc, l'antériorité historique lui donne raison. Or, quand vous cherchez, quand vous faites les travaux, vous trouvez qu'avant les 3000, 7000 ans avant les 3000, vous avez un autre peuple qui s'est installé là-bas, qui s'appelle les Cananéens. Et donc, ces Cananéens, dont aujourd'hui les descendants sont les Palestiniens d'aujourd'hui, qui eux n'ont jamais quitté le territoire, pourraient revendiquer 7000 ans, plus 3000 ans, ça fait 10 000 ans,
pour ceux qui parlent de 10 000 ans, je crois que ce 10 000 ans est supérieur à 3 000 ans. Oui. Deuxième chose, vous avez une thèse qui est beaucoup reprise dans une partie des intellectuels israéliens, mais pour laquelle il y a un grand écrivain qui s'appelle Shlomo Sand, retenez ce mot, qui est universitaire israélien, et lui, il fait des travaux pour dire qu'en réalité, les Palestiniens d'aujourd'hui sont les Juifs d'hier, convertis à l'islam, de gré ou de force. Et donc, cette théorie de Juifs contre les musulmans fait que, indirectement, les Juifs, torturent, arrêtent leurs propres compatriotes, et là, ça deviendrait au prétexte qu'ils sont devenus musulmans. Et donc, ça devient de la poursuite religieuse et de l'oppression religieuse. C'est très chaud, c'est très beau, mais ça oblige les gens à réfléchir. Et donc, quand quelqu'un vous dit capital 3000 ans, vous lui dites pour les autres, c'est capital 10 000 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, si on joue l'histoire des peuples sur l'histoire historique, nous avons tous les documents qui sont sur le site de la radio. Deuxième chose, il y a une très belle chanson qui a été écrite en honneur de cette nouvelle icône, Ahad Tamimi, arrêté donc par l'armée israélienne, parce que depuis l'âge de 12 ans, elle a trouvé sa façon à elle de résister, c'est donner des claques aux soldats super armés. Mais elle fait pas que ça, monsieur. Non, mais principalement ça, c'est ce qui marque. C'est une vraie activiste, elle est sur les réseaux, elle est sur les journaux, ils sont plusieurs. Oui, mais cette partie-là de la violence maîtrisée d'un gosse contre des soldats avec des mitraillettes et tout ça marque, et aujourd'hui, les Israéliens ont un problème politique. S'ils la condamnent, ils vont faire d'elle l'icône politique de la résistance présent. Attendez. Et s'ils la condamnent, ils font d'elle un martyr et une icône. Et s'ils ne la condamnent pas, ils font une icône. Et donc aujourd'hui, la solution est une solution politique que les Israéliens n'ont pas trouvée, ils ne trouveront pas. Et on revient encore une fois à Ibn Khaldoun, c'est l'effritement d'une idéologie, d'une asabiya, face à l'émergence d'une autre, c'est l'histoire qui se crée. Et une très belle chanson a été écrite par un chanteur palestinien, dont on va écouter un extrait, et j'espère qu'on pourra l'écouter dans sa totalité, avant de terminer Libertad et la Tunisie, qui inflige une leçon à la fois à notre ami Erdogan, le Turc, et à nos amis des Émirats arabes, comme quoi la démocratie permet la souveraineté. C'est que dans les autres pays aujourd'hui, arabes, nous n'en avons pas encore atteint. On va la réécouter dans son intégralité dans un instant, mais pour l'heure, Libertad. On va aller faire un petit tour du côté du standard, on n'y a pas été aujourd'hui. France Maghreb 2. Je rappelle juste qu'il est 18h tapante. Oui. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, quel est votre prénom? Oui, c'est Alid Palaiso. Salut Alid Palaiso, comment ça va, on t'écoute? Bonsoir Hanan. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On s'en lasserait pas de tous vos commentaires, monsieur. Je vous remercie, Kirani. Seulement pour vous souhaiter de passer une bonne fête de fin d'année. C'est l'essentiel. À avoir une pensée à tous ceux qui tombent dehors, ceux qui sont dans les hôpitaux et ceux qui sont en prison. Et surtout, espérons qu'il y aura l'année 2018 sera l'année de la libération de la Palestine, Inch'Allah. En tout cas, espérons qu'il y ait moins de violence. Oui. C'est ça. Merci Ali Palaiso. Bonne fête à toi Ali. Merci ciao, ciao. pour vos messages. 01 40 33 9000, Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, Metz, Reims, Orléans, Paris, Amiens, Le Havre, partout ailleurs dans le monde aussi. Vous qui nous écoutez en ayant téléchargé l'application France Maghreb 2, vous n'oubliez pas, ça peut servir éventuellement si vous partez en vacances, notamment France Maghreb 2. Bonsoir. Salut, c'est Youssef de Transic. Salut Youssef, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, tu faisais l'historique là. Ouais. L'historique de l'année. T'as oublié le 9 mars 2017? Qu'est-ce qui s'est passé le 9 mars 2017, Youssef? La remontada. Oh la raclée. Bonne année à vous. Bien joué. Bien Youssef, joué. Youssef, c'est pas sympa de faire ça. C'est pas sympa de terminer là-dessus, Youssef. Je te le dis honnêtement. Il te connaît bien, Youssef, parce que du coup là il vient de taquiner sévère, hein. Il a cherché la seule date qu'il intéresse. Oui. Là, je sais que Christophe, il est supporter du PSG. Voilà. Bravo, Youssef. Merci, Youssef. Sympa. Il est devenu tout rouge, hein. Bon, bonne année quand même, à l'année prochaine. Salut, Youssef. Moi, je te donne rendez-vous le 14 février 2018 pour Real de Madrid PSG. D'accord, on en parlera. Bon, je sais pas du coup si on en reprend un autre ou pas. Si on en reprend un autre. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, c'est Redouane. Salut Redouane. Bonsoir. Comment ça va Redouane Moumine? Ben non, mais en fait, on n'a pas entendu le coup de cœur de Hanan, donc je suis un peu déçu. Ah, c'est pas écoute, grave, la semaine prochaine. Elle vous le fera en privé, vous inquiétez pas. Redouane, un petit mot?
voulais juste dire un petit mot. Déjà, c'était très agréable de vous écouter, et donc je souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année à tout le monde. C'était juste un petit élément par rapport à la Routa tout à l'heure quand on a discuté. J'étais juste étonné de quelque chose qu'a dit Monsieur Mani en disant que les rebelles étaient à l'origine de l'attaque de 2013. Et je vous donne les pièces comme vous voulez. Pardon ? Je vous donne les pièces dans la presse internationale comme vous voulez. Eh ben là, avec grand plaisir, voilà. Parce que on n'est absolument pas d'accord, parce que pour le coup, j'ai suivi l'affaire à l'époque, Der Spiegel, Foreign Policy, Human Rights Watch. Ouais. Tout ça, ce sont des organes. Tout ça, ce sont des organes indépendants à l'international. Et oui, ce sont des organes indépendants à l'international, et donc les éléments qu'ils ont apportés. Est-ce que vous connaissez une dame qui s'appelle Madame Carla Del Ponte? Non, ça me dit rien. Ah bon. C'est la patronne des droits de l'homme à Genève. Del Ponte. Et qui est une anti-Bachar primaire. Oui, elle a remis en cause. Et elle a dit que dans ses rapports, le vent, tout ce que vous voulez, ça ne peut pas venir de la partie contrôlée par Bachar. Et quand vous avez votre ennemi qui dit c'est pas vous, moi ça me suffit par rapport à tous les autres. Mais là où il y a un problème qui est posé, c'est ce que a voulu prouver Der Spiegel et Foreign Policy en disant le régime de Bachar al-Assad n'a pas voulu lancer une attaque chimique, mais eux considèrent que c'est un échelon inférieur dans l'armée, c'est-à-dire des officiers. Donc Bachar n'est pas coupable. Ah non, il ne serait pas responsable, mais ce sont des officiers à l'intérieur de l'armée. Alors que dit l'ONU, que dit tous les autres? Il dit c'est Bachar qui est responsable, faut aller le bombarder. Ah, ça c'est autre chose. Moi j'ai trouvé. Quand vous voulez, Monsieur Redouane, pour une émission sur ce fait-là et sur d'autres. Bon, bah ça promet un débat pour 2018. Avec Sofiane, ça va être vachement sympa. Si vous voulez, je suis un garçon très très prudent. Et comme je vous l'ai dit hier, je vais toujours chercher la preuve contraire chez l'ennemi de celui qui dit quelque chose. Ah oui, évidemment. Et donc, quand Madame Anti-Bachar dit c'est pas lui, moi ça me suffit. Bon, Redouane, je te souhaite bonne fête de fin d'année en tout cas, Redouane. Et puis là, le coup de cœur de Hanan finira par venir. Hein. Vendredi prochain. Jeudi, Redouane, hein, tu viens jeudi, hein, on est d'accord. Bon, salut à toi, merci, bon week-end. Eh bien, on va terminer en musique donc avec cette belle chanson dédiée à Ahad Tamimi. Je précise juste pour les non-arabisants que Ahad signifie soit engagement, courage, promesse. Ah, promesse. Soit promesse, soit engagement, c'est Ahad. Alors, comment ça se prononce? Ahad. Non, n'essaye pas, je te jure, tu vas galérer. Non, mais Ahad. Et donc, je te fais Ahad. Donc, je prends un engagement vis-à-vis de toi. Oui. Je te fais une promesse. Ok. Et elle, c'est le Ahad de la Palestine. Merci, Hanan Zawani. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. D'ailleurs, Christophe. En arabe. Tous les auditeurs. Non, mais en arabe, on dit Wa'ad Balfour, qui est aujourd'hui à peu près dans la même veine. Hanan, bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année à tous les auditeurs. Mille merci Christophe pour cette belle saison que tu nous as offerte, Monsieur Mami, tous les chroniqueurs. Moi j'ai pris énormément de plaisir à vous écouter, pas tous les jours mais presque tous les jours sur mon application. Énormément de bonheur, de belles actualités, puis surtout des choses qu'on entend que chez France Maghreb 2, avec des auditeurs qui nous soutiennent et on espère bien leur rendre. Et qui retiennent même des dates comme le 9 mars. Oui, et qui rien, quoi. Oui. Merci Tarek, bonne fête de fin d'année. Nous le disent. Merci bravo Christophe, merci à vous Hanan, merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Et un seul vœu pour vous tous. Paix. Non. De la bonne santé qui permet d'aller très loin à chacun et à chacune. Merci. Parce que la bonne santé amène la paix. La paix, c'est pas sûr qu'elle amène la bonne santé. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.